Merci. Donc, le bilan de prévention, c'est une consultation qui a été mise en place parce qu'historiquement, notre système de santé a été construit sur une base curative et face au constat aujourd'hui du vieillissement de la population, du poids des maladies chroniques qui est croissant et de l'espérance de vie en bonne santé qui stagne depuis une vingtaine d'années, il est nécessaire aujourd'hui d'augmenter donc la prévention au sein de notre système de santé. Quelques chiffres qui sont assez impactants au niveau des maladies cardiovasculaires et associées, donc qui sont évitables. On sait que 80% d'entre elles, grâce à des mesures, on va dire, d'hygiène diététique et hygiène de vie, peuvent être évitées. Au niveau de la sédentarité, 95% de la population adulte française est exposée à une détérioration de la santé par un manque d'activité physique. Au niveau du tabac et de l'alcool, ce sont les deux premiers facteurs de risque de cancer. Et au niveau des taux de séropositivité, 5000 cas sont dépistés chaque année en France. Donc, mon bilan prévention, c'est une consultation qui peut être réalisée par 4 catégories de professionnels de santé, par les médecins, par les sages-femmes, par les pharmaciens et par les infirmiers. Donc, le bilan de prévention, cela va vous permettre d'avoir un temps qui va être dédié à cette prévention. On sait que vous en réalisez toutes et toutes au cours, voilà, que ce soit avec vos patients en consultation ou au comptoir pour vous, pharmaciens. C'est quelque chose que vous faites déjà, mais vous le faites au cours d'une consultation et c'est vrai que c'est parfois noyé au niveau des informations pour votre patient. Là, vous avez vraiment un temps dédié afin d'adresser des messages spécifiques de prévention afin de rendre votre patient au maximum acteur de sa santé. Le bilan de prévention, c'est une consultation qui va demander un temps différent de vos consultations habituelles. C'est en moyenne une consultation qui va durer entre 30 et 45 minutes en fonction du patient. Et ça va vous demander donc d'avoir une organisation particulière à mettre à place pour pouvoir les réaliser. Sachez qu'il existe un annuaire des effecteurs sur santé.fr sur lequel vous pouvez ou pas, à votre choix, vous référencer. L'avantage du référencement permettra en fait de donner une visibilité sur votre prise en charge aux patients qui vont être invités par l'assurance maladie à réaliser leur bilan de prévention. Donc, pendant ce bilan de prévention, vous allez pouvoir aborder avec le patient ses habitudes de vie. Donc, ça va passer par l'alimentation, l'activité physique, ses addictions, mais aussi identifier les facteurs de risque de maladies chroniques. Et également de faire le point sur les dépistages et les rappels de vaccination. Mon bilan prévention, ça va s'adresser à des tranches d'âge spécifiques. On va retrouver donc les 18-25 ans, les 45-50 ans, les 60-65 ans et les 70-75 ans. Il faut savoir que ces tranches d'âge, ce sont des tranches d'âge clés, ça a été déterminé par le Haut Conseil de santé publique. Ci-dessous, les thématiques préconisées à évoquer lors du bilan de prévention en fonction des tranches d'âge. Donc, on peut remarquer que certaines thématiques sont communes, comme les maladies chroniques, les problèmes d'addiction, la santé sexuelle, le sommeil et les actions de dépistage, mais d'autres vont être propres à chaque tranche d'âge. La santé mentale, par exemple, se porte sur les 3 premières tranches d'âge et on voit qu'elle se transforme pour les 70-75 ans à une approche en fait de l'autonomie et du maintien à domicile. On va pouvoir retrouver aussi l'activité physique adaptée pour les 60-65 ans et les 70-75 ans. Mais il est vraiment important de construire en fait les thématiques abordées lors de ce bilan de prévention avec votre patient et en fonction de votre patient, en fonction de ses besoins, de sa situation. C'est à vous en fait, c'est sûr qu'il y a des thématiques inévitables, indispensables à évoquer et d'autres, c'est à vous à adapter en fonction du patient. Donc, ce bilan de prévention, concrètement, au niveau du parcours patient, il va y avoir 4 étapes. La première étape, ça va être la réception d'une invitation par l'assurance maladie. La seconde, un auto-questionnaire à compléter en amont de la consultation.
La troisième, le bilan de prévention, la consultation en elle-même. Et la quatrième étape, l'orientation du patient. Donc, pour rentrer un petit peu plus en détail, au niveau de la réception des invitations de l'assurance maladie. Nous avons invité la tranche d'âge des 70-75 ans en septembre. Ont reçu les 18-25 ans en novembre leur invitation, puis en janvier, nous inviterons les 45-50 ans et en mars, les 60-65 ans, pour un total de plus de 15 millions d'invitations. Il faut savoir aussi que nous réalisons une communication, je ne sais pas, peut-être vous l'avez vu au niveau de spots publicitaires TV, d'affiches au niveau donc des transports publics, sur les réseaux sociaux. Tout ça pour inciter au maximum, voilà, les patients à réaliser ces bilans de prévention. Et je souhaitais, voilà, porter à votre connaissance le fait que recevoir cette invitation de la part de l'assurance maladie n'est pas une nécessité pour réaliser le bilan de prévention. Un patient peut venir vous consulter à partir du moment où il correspond à l'une des tranches d'âge sur lequel le bilan de prévention peut être proposé, qu'il ait reçu une invitation ou non, vous pouvez lui réaliser à ce moment-là son bilan de prévention. Donc, on va passer à la deuxième étape qui va être l'auto-questionnaire. Donc, ces auto-questionnaires sont déclinés par tranche d'âge. Je vous en ai mis, voilà, un petit extrait. Donc, vous pouvez constater que ce sont des questions qui sont assez, voilà, elles sont fermées. Et il faut savoir que cet auto-questionnaire fait 4 pages. Donc, c'est vrai que ça peut paraître un petit peu long, mais il se complète en moins de 10 minutes. Ces auto-questionnaires sont facultatifs, mais ils sont fortement recommandés, car ils mettent déjà le patient dans une position de réflexion sur quelles actions vont être nécessaires à mener pour améliorer sa santé. Le fait d'avoir ces questions fermées permet aussi d'avoir une meilleure exhaustivité des réponses qui peuvent être apportées. Donc, ces auto-questionnaires, le patient peut les retrouver en ligne, donc soit depuis son espace santé, soit grâce à l'applicatif MedPrev, donc c'est un applicatif qui a été mis en place à la demande de l'URPS des médecins en Nouvelle-Aquitaine. Il peut également les retrouver au format PDF sur amélie.fr. La deuxième étape, donc la réalisation de la consultation du bilan de prévention. Il va falloir dans un premier temps, en fait, repérer les risques et les facteurs de chaque patient. Pour cela, vous avez donc, le patient va arriver avec son auto-questionnaire complété et vous avez des fiches d'aide au repérage des risques qui permettent de faire une synthèse de l'auto-questionnaire patient. Donc, ces fiches d'aide au repérage des risques, elles font à peu près 1 page et demie et elles peuvent vous permettre de repasser les données qu'a complété le patient dans son auto-questionnaire et aussi en contrôler l'exhaustivité avec lui pour ne pas en fait détecter en fait une mauvaise qualité du remplissage. Par exemple, pour la notion de sédentarité, cette notion, elle peut être différente en fonction de l'appréciation du patient. Vous, professionnels de santé, vous allez avoir une vision médicale de l'activité physique, à contrario du patient qui peut en avoir une vision déformée. Et en repassant avec lui cet item, vous allez vraiment pouvoir, voilà, avoir une réelle donc, idée de ses pratiques. Dans un second temps, il va falloir définir avec le patient 1 ou 2 thématiques sur lesquelles agir pour sa santé. Donc ça, il faut que ce soit une décision qui soit partagée avec le patient et vous pouvez, grâce au dialogue, en fait, amener votre patient à passer d'une situation de constat à une situation d'action. Et pour cela, en fait, vous pouvez utiliser avec lui, par exemple, mettre en œuvre une méthode d'entretien motivationnel, notamment lorsque vous le sentez peu ou pas sensible aux risques que vous avez pu identifier lors de la première étape. Vous pouvez utiliser donc, par le biais de l'auto-évaluation, mais aussi en lui posant des questions ouvertes pour favoriser sa conscientisation. Vous pouvez, le valoriser afin de l'encourager dans ses décisions et vous avez également la méthode de la balance décisionnelle qui consiste en fait à faire apprécier les bénéfices et les coûts du comportement à modifier pour, pour le patient. Par exemple, en lui citant quelques chiffres impactants, concernant donc, ces données que vous pouvez retrouver sur des fiches thématiques dont on va parler plus en détail tout à l'heure. Donc tout ça pour l'amener dans une conduite du changement.
La troisième étape de cette consultation va être la rédaction du plan personnalisé de prévention. Il est primordial que le médecin traitant du patient soit informé de la réalisation de ce bilan de prévention. Donc, si c'est lui-même qui réalise le bilan de prévention, il est suffisant qu'il enregistre sur son dossier patient la rédaction, donc le plan personnalisé de prévention. Si par exemple ce bilan est réalisé avec une sage-femme, un pharmacien ou un infirmier, il est nécessaire de transmettre ce plan personnalisé de prévention au médecin traitant. Et vous pouvez le réaliser via le dossier médical partagé, le DMP, via messagerie sécurisée ou directement en remis papier au patient. Si vous avez, des difficultés avec l'utilisation du DMP et notamment pour y incrémenter des documents, n'hésitez pas à nous le signaler, via le biais des questions-réponses. On demandera à nos délégués, du numérique en santé de venir vous rencontrer, de vous contacter afin de, voilà, pouvoir vous, montrer cette procédure via vos logiciels métiers pour incrémenter des documents dans le DMP. Alors, voici un modèle de plan personnalisé de prévention. Il se décline par tranche d'âge, mais ils sont tous présentés sous le même format. Donc, pour cette consultation du bilan de prévention, elle doit permettre de prévenir la survenue de pathologies chroniques et ou de dépister celles qui sont déjà existantes, qui malheureusement sont diagnostiquées trop tardivement. Là, si on peut partir, sur un exemple d'action qui serait dans le prévenir, les survenues de pathologies chroniques, vous pouvez avoir identifié avec le patient donc une nécessité d'amélioration de son alimentation. Il est nécessaire que, dans la formulation de ses priorités en santé, ce soit, un changement d'habitude de vie qui soit simple et réalisable. Ne pas fixer des objectifs, qui seraient trop hauts et qui en fait, finiraient par démotiver, le patient. Les freins rencontrés, donc ça peut être par exemple, mon budget alimentation est trop serré. Et là, vous allez agir donc en lui donnant des conseils, modalités pratiques. Donc ça peut être, je favorise les circuits courts de fruits et légumes. On est quand même dans un département qui est assez bien doté de producteurs pour pouvoir avoir accès facilement. Il y a aussi les applications anti-gaspillage. Le fait d'établir des menus équilibrés à l'avance, alors ça peut être avec les méthodes de batch cooking par exemple, le dimanche, on établit tous les menus de la semaine, comme ça c'est vrai que ça fait une grosse mise, on va dire, en cuisine pour l'élaboration des légumes qui sont peut-être un petit peu plus longs, mais au moins les menus sont préparés et peuvent être équilibrés sur la semaine et également adapter les quantités. Et ensuite, vous avez une colonne ressources et intervenants. Donc, dans ce cadre, ça peut être par exemple le site internet La Fabrique à Menu. Je ne sais pas si vous y avez déjà consulté ce site, il est très intéressant. Donc, ça permet aux patients d'insérer par exemple sa composition familiale, 3 à 4 personnes, d'y inscrire, on va dire, ses envies pour certains aliments et au contraire d'autres qui seraient un petit peu plus complexes, voilà, à cuisiner ou autres. Et ensuite, la fabrique à menu va directement, lui proposer, voilà, des recettes et des menus établis pour une semaine. Il est important que ce plan personnalisé de prévention, donc on l'a dit tout à l'heure, soit remis au médecin traitant. C'est parce qu'il doit vivre en fait tout au long, au cours du temps et par exemple, ce patient que vous aurez rencontré, on va dire, il y a 1 an, rencontre son médecin traitant en lui indiquant qu'il a des difficultés donc avec cette amélioration de l'alimentation. Le médecin traitant pourra reprendre ce plan personnalisé de prévention et éventuellement, passer, voilà, on va dire un petit peu l'échec de la première étape, lui, l'orienter, pardon, vers un diététicien ou une nutritionniste dans un second temps. On peut peut-être voir un exemple pour la partie dépistage. Donc là, on est toujours sur, un patient une patiente qui a 18 qui est dans la tranche 18-25 ans et ça serait donc effectuer un dépistage recommandé en fonction de l'âge. Donc là, en outre, un dépistage du cancer du col de l'utérus et les freins rencontrés par la patiente seraient le manque de temps et la méconnaissance des modalités de réalisation et des effecteurs.
Donc là, le plan personnalisé de prévention, il va être assez simple. Il va consister à informer la patiente que les médecins gynécologues ne sont pas les seuls à pouvoir réaliser donc des frottis. Les sages-femmes libérales sont de plus en plus nombreuses sur notre département des Landes et bénéficient d'une disponibilité de rendez-vous plus importante et donc d'un délai de prise en charge plus rapide. Et donc la ressource, ça sera le rendez-vous avec la sage-femme libérale et qui peut être directement pris aujourd'hui via des plateformes, de prise de rendez-vous. Pour refaire un petit zoom sur les dépistages, il va y avoir 2 catégories en fait de dépistage. D'abord, les dépistages nationaux qui vont notamment concerner les cancers. Ça, c'est un extrait d'une fiche d'aide au repérage des risques. Donc pour chaque patient, vous allez automatiquement passer par cette donnée avec souvent des explorations complémentaires. Mais il y a également les dépistages via la symptomatologie. Donc un patient qui pourrait, vous rapporter un essoufflement inhabituel, une prise de poids rapide, des pieds et chevilles gonflés, une fatigue excessive qui, en fait, évoquerait une insuffisance cardiaque et c'est là que l'importance de la coordination entre les effecteurs du bilan de prévention donc, est importante puisqu'il faudra orienter, votre patient vers son médecin généraliste. Au niveau des outils mis à votre disposition, donc il va y avoir les auto-questionnaires, les fiches d'aide au repérage des risques et les plans personnalisés de prévention qui sont tous 3 des documents qui sont déclinés par tranche d'âge. Puis vous trouverez un livret d'accompagnement qui fait une cinquantaine de pages qui, va reprendre en fait le contexte, le pourquoi il est nécessaire aujourd'hui de mettre de la prévention dans notre système de santé et qui vous réexpose les modalités pratiques de réalisation du bilan de prévention. Et les fiches thématiques que je vous ai évoquées tout à l'heure, qui sont très intéressantes et très bien formulées. Elles sont au nombre de 16 et ces fiches peuvent vous apporter un appui, un soutien sur, par exemple, des thèmes que, vous n'auriez pas l'habitude d'aborder avec vos patients, donc que ce soit en fonction de votre profession ou autre. Par exemple, je pense notamment à une fiche thématique qui concerne les violences et je vous ai mis un petit extrait d'une fiche thématique, voilà, concernant l'alimentation pour rester sur le thème de notre patiente de tout à l'heure, sur le prévenir. Je vous laisse un petit peu la survoler. Je les trouve, voilà, totalement adaptées et lisibles, au grand public. Si je peux peut-être vous donner une anecdote, j'ai échangé avec une sage-femme, hem, qui était remplaçante au sein d'un cabinet qui s'était référencé sur l'annuaire donc des effecteurs santé.fr. Elle me rapportait donc avoir, cette création via un outil de prise de rendez-vous en ligne, de la consultation de prévention et 2 monsieur de 70-75 ans avaient pris rendez-vous avec elle dans la semaine pour réaliser son bilan de prévention et elle m'expliquait un petit peu, voilà, ces craintes qu'elle pouvait avoir par rapport à la prise en charge de ces personnes qui ne correspondent pas à la typologie habituelle de sa patientèle. Donc là, c'était, par l'âge et le sexe, mais je pense que ces fiches d'aide, voilà, ces fiches thématiques peuvent vous apporter, un appui aussi en ce sens-là. Pour passer aux règles de facturation. Donc c'est un acte qui est pris en charge à 100 par l'assurance maladie, donc en découle un tiers payant obligatoire. Il ne peut pas y avoir de dépassement d'honoraires sur ce bilan de prévention, ni de majoration, hormis les majorations de déplacement à domicile, car vous pouvez réaliser les bilans de prévention au domicile du patient. Pour une rémunération de 30 €. Donc avec des codes actes qui se déclinent par profession. Pour les médecins et sages-femmes, le code acte est RDV. Pour les infirmiers, le code acte est RDI. En complément du bilan de prévention, vous pouvez, facturer un acte donc complémentaire. Donc pour les médecins, cela va être un acte relatif à un diagnostic que vous aurez, dépisté au cours du bilan de prévention. Donc ça peut être une consultation ou, par exemple un électrocardiogramme. Vous pouvez également réaliser un acte, dans le cadre d'un programme de dépistage de santé publique, donc par exemple la réalisation du frottis. Pour les sages-femmes, on est un petit peu sur les mêmes bases, donc un acte de diagnostic complémentaire qui peut être, voilà, une consultation ou la prescription d'examens complémentaires
et également la réalisation d'un acte dans le cadre d'un dépistage de santé publique. Pour les infirmiers, un acte de vaccination peut être réalisé en complément de bilan de prévention. Alors attention, petite mention, le bilan de prévention, lui, est un acte qui passe à 100% assurance maladie sans y insérer de code exonérateur. Il passe de lui-même via le paramétrage de vos logiciels métiers à 100%. Ces actes complémentaires, eux, doivent être facturés au taux commun, hormis quand ils concernent voilà, les programmes de dépistage de santé publique. Tac, tac. Alors, je sais pas. Je reprends un petit peu la main du coup, puisque Pauline a terminé sa présentation qui a duré une bonne vingtaine de minutes. Donc, bon, vous le comprenez, hein, le bilan de prévention, l'idée c'était de pouvoir décrypter aujourd'hui la mise en œuvre pour vous. L'intérêt, je pense bon, qu'il était de toute façon quand même assez évident pour tout le monde. On est sur un dispositif qui a pour vocation de prévenir l'arrivée de pathologies chroniques et également, bien évidemment, de permettre un meilleur dépistage de ces pathologies chroniques globalement sur la population. Euh, Pauline a également assez insisté sur le fait que, comme vous le voyez au niveau de la mise en œuvre, on est quand même sur un dispositif qui nécessite globalement une coordination entre tous les acteurs. Il y a quatre effecteurs du coup qui sont autorisés, si j'ose dire, à effectuer un bilan de prévention aujourd'hui en France, donc les médecins généralistes, les infirmières, les sages-femmes et les pharmaciens. Mais en tout état de cause, bien évidemment, le médecin traitant du patient doit être au centre de tout ça. Et donc, c'est aussi un dispositif qui doit nécessiter une certaine coordination entre les différents acteurs de notre système de santé. On n'a pas eu peu de questions pour le moment, puisqu'on arrive à la fin de la présentation. Alors, je vais regarder. Pour le moment, rien. Alors, ce qu'on vous propose, c'est d'attendre quelques minutes par rapport à l'arrivée, la survenue éventuellement de questions que vous pourriez avoir. En tout état de cause, je vous donne également quelques informations, toujours d'organisation logistique. Vous allez recevoir à la suite de votre participation à ce webinaire un mail qui vous récapitulera, alors déjà dans un premier temps, au sein duquel vous retrouverez le diaporama qui vous a été partagé aujourd'hui. Vous aurez également quelques liens vers les pages amies qui vous renvoient vers tous les outils que Pauline vous a décryptés aujourd'hui. Et vous aurez également accès à un replay qui vous permettra, au besoin, bien évidemment, de revisionner cette présentation. Alors, est-ce qu'on a des questions qui arrivent? Alors, peut-il être fait auprès de femmes enceintes? À proprement parler, oui. Le fait d'être alors on a une question peut-être, est-ce que le bilan de prévention peut être fait auprès d'une femme enceinte? Le fait que, cette patiente soit enceinte ne contre-indique absolument pas la réalisation du bilan de prévention. Tout à fait. Les documents, donc où vous pouvez trouver les documents, ils sont disponibles sur amélie.fr et on va vous mettre justement tous les liens dans le mail post-visite. Alors, on a une arrivée de pas mal de questions. Alors, on va les lire au fur et à mesure. Je vais couper le micro juste le temps qu'on les lise et on reprend le micro dans 2 petites minutes, le temps qu'on puisse filtrer les questions, les regrouper ensemble et y répondre de manière qualitative pour vous.
Alors, on a beaucoup de questions qui arrivent. On va commencer à répondre du coup aux premières, parce qu'il y en a beaucoup qui se croisent. C'est pour ça qu'on a coupé le micro. On essaye de regrouper un petit peu. Pauline, je vais vous laisser répondre à la première. On a Oui, une question du coup concernant le cumul des cotations. c'est ça. On a une question pour la profession des sages-femmes où on nous demande s'il est possible de coter une C pour la consultation, MSF, majoration sage-femme, plus RDV pour le bilan de prévention, plus un frottis. Donc là, non, cette combinaison ne sera pas possible. En complément du bilan de prévention, vous pouvez réaliser et une consultation ou un frottis, mais pas les deux, pas consultation et frottis. Là où j'ai une interrogation, c'est sur la majoration MSF, majoration sage-femme, où il va falloir que je me renseigne et on reviendra vers vous dans un second temps à savoir, est-ce qu'en plus du RDV bilan de prévention, seule une C est facturable ou est-ce qu'on peut facturer une C plus MSF? Alors, donc du coup, on vous a dit que les fiches, tous les documents sont disponibles sur amélie.fr, mais on va vous remettre les liens à la suite de ce webinaire. Tac, tac, tac. Alors, suite à la question qu'on avait eue sur le fait, est-ce qu'on peut faire un bilan de prévention auprès d'une femme enceinte? On a un commentaire donc qui stipule qu'il y a déjà un bilan à faire, heu, chez les femmes enceintes, mais là, on parle bien d'un bilan de prévention, hein. C'est une consultation à part, donc oui, vous pouvez tout à fait faire un bilan de prévention à une femme enceinte. Ça ne modifie en rien notre réponse initiale. On a une question sur le temps de consultation minimum qui est estimé pour ce bilan de prévention. Donc le temps de consultation qui est estimé, recommandé, on va dire, c'est autour de 30 minutes et jusqu'à 45 minutes globalement. Donc d'où le fait que, ça nécessite toutefois une organisation et notamment, comme vous le précisez Pauline aussi, par rapport au paramétrage potentiellement de vos plateformes de prise de rendez-vous, puisque vous aurez potentiellement un temps du coup de consultation plus long sur ces prises de rendez-vous. Le document, alors les documents que vous devez faire passer au médecin traitant, en l'occurrence, donc la réponse pour les infirmières, sages-femmes ou pharmaciens qui sont présents, c'est uniquement le plan personnalisé de prévention. On ne vous demande pas de transmettre tous les documents au médecin traitant, mais le médecin traitant, puisqu'il doit être au cœur de la coordination, doit recevoir obligatoirement finalement le document de conclusion du bilan de prévention, donc le plan personnalisé de prévention que vous avez établi avec le patient. Je vais peut-être prendre la question suivante. Est-il nécessaire de s'inscrire comme effecteur sur l'annuaire santé? Non, c'est un choix en fait que vous faites par rapport à vos disponibilités sur la prise en charge de ces bilans de prévention. Vous n'êtes pas obligé de vous y référencer, mais le fait de vous y référencer vous donne une visibilité, voilà, on va dire auprès de l'ensemble des personnes ayant reçu leur invitation à assurance maladie. Alors, pour les âges, c'est à partir et jusqu'à la date d'anniversaire, par exemple. Oui, alors en principe, il me semble que c'est sur l'année complète, hein. Oui, tout à C'est fait. alors, pour la question sur les âges, donc quand on parle des tranches d'âge, donc c'est admettons si on prend la tranche d'âge 18-25 ans, c'est bien à partir du premier jour des 18 ans jusqu'au dernier jour des 25 ans. Les- Voilà, c'est Oui. ça, hein? Alors, à domicile, il vous faudrait des supports papier. Peut-on les commander auprès d'Amélie? Je ne crois pas qu'il y ait Alors quelque non, chose de ils ne sont prévu. pas commandables, mais comme vous les avez au format PDF sur amélie.fr, vous pouvez les imprimer et les compléter au format papier, donc au domicile du patient. Ou les compléter de manière numérique sur votre téléphone, vu qu'ils sont vous Oui. pouvez également écrire dessus, en l'occurrence, sur votre téléphone ou tout autre support numérique. Comment justifier le domicile plutôt que le cabinet? Là, alors, je ne sais pas si c'est, par rapport à une activité sage-femme ou infirmière, là, en Je ne sais pas. l'occurrence. Pour moi, la justification est la même que pour Oui. des soins. À partir du moment où votre patient est en aptitude de se déplacer au cabinet et en possibilité, il ne faut pas que ce déplacement soit un frein à la réalisation du bilan de prévention. Comment savoir si le patient a déjà réalisé son bilan par ailleurs? Pour ça, il faut que vous puissiez aller sur le DMP du patient parce que vous y retrouverez les actes qui ont été réalisés. Et effectivement, ces choses que peut-être je n'ai pas assez appuyées et indiquées, c'est qu'un seul bilan de prévention peut être réalisé par tranche d'âge. Donc effectivement, il faut bien vous assurer que votre patient n'a pas déjà réalisé ce bilan de prévention auprès d'un autre effecteur.
Auriez-vous une affiche pour la salle d'attente? Oui, il y en a des affiches et on pourra vous les je vais le noter. Je le note pour qu'on les rajoute également dans les documents qu'on vous transmet. Je suis infirmière, d'accord, OK, ça répond. Comprenez la question, Pauline, ou Oui, pas? à savoir, est-ce que vous avez à nous transmettre par score le bilan de prévention, enfin du moins le plan personnalisé de prévention? Non. Quand vous facturez donc là c'est une question venant d'une infirmière, quand vous facturez le Kodak RDI, vous nous avez pas de pièce score à nous transmettre. Par contre, c'est ce plan personnalisé de prévention qui est à transmettre via le DMP du patient. Pour moi, il me semble que c'est la méthode la plus simple et la plus fiable au médecin traitant du patient. Alors, Allez-y. on a une question, voilà, venant de la profession des infirmiers concernant le suivi du bilan de prévention. En fait, vous, en votre qualité d'infirmier, non, vous n'avez pas à faire de suivi de ce bilan de prévention. Le suivi, en fait, c'est en transmettant ce bilan de prévention, enfin, c'est le plan personnalisé de prévention qui est transmis au médecin traitant du patient. C'est lui qui va en quelque sorte en assurer le suivi et, comme on a vu tout à l'heure, la vie au long cours. C'est-à-dire qu'un patient qui pourra lui faire remonter, voilà, une difficulté ou autre, ça sera au médecin traitant du patient d'après donner un autre, on va dire, une autre orientation aux besoins du patient. Oh, une question audacieuse de la profession des sages-femmes. Est-ce qu'on peut réaliser un bilan de prévention en postpartum immédiat avant le J12 et quel cumul de cotation? Possible, c'est possible. Il peut être Pas le moment réalisé à plus tout moment, voilà, mais exactement. Je ne sais pas si, ce moment postpartum jusqu'à 12 jours après donc son accouchement est le moment idéal pour réaliser le bilan de prévention. Autant d'un point de vue émotionnel et questionnement, voilà, je pense que la maman a déjà, pas mal en charge beaucoup de demandes ou autres et je ne sais pas si c'est le plus pertinent pour avoir une vision globale de sa santé à ce moment-là. Mais c'est possible. techniquement, c'est Voilà, possible, mais c'est techniquement, c'est peut-être pas possible. le timing le plus adapté. Alors, on arrive à la fin des questions. On va attendre encore, hein, quelques minutes quand même pour, voir s'il y en a d'autres qui vous viennent. Oui, Mmh. en fait, là, voilà, donc la profession des sages-femmes évoque par rapport à la réalisation de ce bilan, après, 12 jours après la naissance de bébé, que vous ne les revoyez plus. Mais, vous pouvez peut-être commencer à leur parler de la réalisation de ce bilan de prévention, donc durant ces visites que vous faites postpartum, mais lui indiquer, ben, on peut le réaliser peut-être à 1 mois et demi et déjà fixer le rendez-vous. Comme ça le rendez-vous est positionné et il n'y aura plus, voilà, de décalage ou de report de fait. La maman est toujours dans son congé maternité, donc elle garde, voilà, une certaine disponibilité et vous fixez déjà le rendez-vous. Ah, il est 13h41. On va attendre encore une petite minute et puis s'il n'y a pas d'autres questions qui vous viennent, on va pouvoir, clôturer ce webinaire. Dans tous les cas, hein, je vous précise bien évidemment que l'ensemble des délégués d'assurance maladie, hein, sont à votre disposition, bien évidemment, si vous avez des questions qui vous surviendraient, après le webinaire, hein, bien sûr. Alors, la PMI peut-elle faire ce bilan? Un infirmier de PMI peut-il réaliser ce bilan? Techniquement, oui, puisque c'est sa profession d'infirmier. Par contre, au niveau des cotations, nous, on est vraiment là sur un acte libéral. Donc, on parle voilà, de cotation libérale. L'infirmier en PMI, je ne suis pas certaine que lui puisse le coter spécifiquement. Le réaliser, pour moi, oui, il peut le réaliser parce que à partir du moment où il est infirmier, au même titre, par exemple, qu'un infirmier azalé au sein d'un cabinet médical libéral, un infirmier azalé peut réaliser le bilan de prévention, mais il n'y a pas de cotation afférente liée à cette réalisation. Ça, vous le connaissez ou pas, Pauline? C'est vrai que du C'est coup, on n'a oui, pas on a une question, voilà, de quel est le code acte de facturation pour un pharmacien? C'est le code acte RDP.
Eh bien, écoutez, messieurs, dames, on va vous remercier déjà pour votre présence et votre participation qui a été, nombreuse et où vous avez, posé beaucoup de questions donc c'est chouette, pour le coup et puis, on va pouvoir clôturer le webinaire. Encore une fois, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos délégués d'assurance maladie si vous aviez, d'autres questions qui vous surviennent a posteriori, on se tient à votre disposition. Merci beaucoup pour votre Merci à écoute. tous, bonne journée.